Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'Hérault et dans la région. On n'a pas de pétrole, mais on a du tourisme. Et c'est l'industrie avec un grand I de notre département, mais aussi du Languedoc-Roussillon. Quelles sont les perspectives pour cette saison estivale 2011 ? Le secteur touristique a-t-il encore une marge de progression dans les prochaines années ? Et si oui, quelles sont les pistes à explorer ? Que faire face à la concurrence nationale et internationale ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Nous nous intéresserons principalement aujourd'hui au tourisme héraultais, mais nous entendrons tout de même une voix régionale par l'intermédiaire de la vice-présidente de la région chargée du développement touristique, Agnès Jullian. Une petite interview que nous diffuserons tout à l'heure. Mais d'abord, je vous présente mes invités. On commence par vous, Jacques Mestre. Bonsoir. Bonsoir. Président départemental de l'UMIH, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. En face de vous, Pascal Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général d'Hérault-Tourisme. Et puis Philippe Robert. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air de l'Hérault. Avant de se lancer, juste quelques repères sur cette industrie du tourisme dans l'Hérault, premier département touristique de Languedoc-Roussillon et une 4e place au niveau national. En 2010, on comptabilisait 38 200 000 nuitées, 20% de clientèle étrangère et quand même 48 000 emplois dans ce secteur. Il faut savoir que le tourisme marchand représente une partie importante du tourisme global, mais ça n'est pas la totalité, Pascal Schmitt. Alors, ce n'est pas la totalité, effectivement. Une bonne partie de notre clientèle touristique passe ses vacances dans ce qu'on appelle l'hébergement non marchand, qui est en fait un terme un petit peu impropre. C'est-à-dire que nous avons dans les stations, notamment du littoral, un certain nombre d'hébergements locatifs qui ne sont pas vraiment considérés comme des hébergements marchands, parce qu'en réalité, 8 ou 10 mois de l'année, ce sont des résidences secondaires, mais pendant une partie de l'année, ce sont des locations saisonnières. Ces locations saisonnières captent quand même une clientèle importante. Et numériquement, aujourd'hui, en nombre de lits, cette offre de meublés saisonniers, notamment sur le littoral, c'est factuellement notre offre la plus importante. Alors, qualitativement, elle pose un certain nombre d'autres problèmes, parce que c'est une offre qui est relativement ancienne, qui date de la mission Racine maintenant. C'est ça. Mais donc, on a à la fois, je dirais, le marchand d'un côté, avec nos deux représentants qui sont ici, mais il y en a d'autres. Et puis, cette part de l'offre qui est pas toujours visible, je dirais, dans l'économie ouverte, mais qui pèse beaucoup. On en parlera dans la suite de cette émission. Le tourisme marchand, tout de même, on le disait, on donne quelques éléments, 48 000 emplois, une grosse machine économique, Jacques Mestre. Oui, c'est la première industrie en France d'abord, il ne faut pas l'oublier, en Languedoc-Roussillon et dans l'Hérault. Notre profession café, hôtel, restaurant représente déjà 45% du tourisme. Si on rajoute l'hôtellerie de plein air de notre collègue et tout, vous voyez l'importance que nous avons chez nous et surtout au point de vue retombée fiscale, retombée sociale, parce que nous sommes quand même la locomotive que nous tirons. Et là-dessus, ça nous permet de travailler aussi bien à la viticulture, la culture, le sport et autres. C'est un rayonnement que je pense qu'on va parler tout à l'heure. Alors, nous sommes à la mi-juin, on ne va pas faire un bilan de la saison, évidemment. Quand même, quelques tendances sur ce début de saison depuis Pâques, sachant que le calendrier n'a pas forcément été favorable. Je pense au mois de mai, avec un seul pont. Et c'était fin mai, début juin, c'était l'Ascension. En plus, il faisait pas très beau. Concrètement, début de saison et puis perspective pour cette saison qui arrive, Philippe Robert. Alors, sur les 3 premiers mois, effectivement, on a eu une météo qui n'était pas favorable, notamment au mois de mai. Ceci dit, pour certaines zones, notamment les zones littorales qui travaillent bien avec les étrangers, on a eu un décalage calendaire favorable pour notamment les vacances allemandes, puisque l'année dernière, les Allemands ont deux vacances au printemps. L'année dernière, elles étaient au mois de mars et au mois de mai, et cette année, elles se sont décalées en avril et en juin. Donc en avril, on a pu attraper ces vacances-là, et donc on a fait une bonne saison à Pâques, on a bien travaillé à Pâques, mais bien évidemment ça a été beaucoup plus difficile puisqu'il n'y avait aucune vacances d'étrangers et il n'y avait pas de pont en France. Par contre, on se rattrape bien au mois de juin avec encore une fois les Allemands qui sont présents sur la zone littorale, et je pense que sur les cumuls des 3 premiers mois, au 30 juin, on va avoir au moins égal à l'historique et certainement un petit positif, des points positifs. Donc c'est plutôt favorable. Bon, on ne va pas parler que de la pluie du beau temps, même si c'est un élément à prendre en compte dans la saison. L'état des réservations
réservations de manière générale? Vous avez, Hérotourisme, un observatoire un peu général, on reviendra sur l'hôtellerie après. D'abord, on en est où de ce début de saison? Et puis, pour juillet, pour août, et puis pour la période phare qui est 15 juillet, 15 août? Alors déjà, l'état de la situation pour le début de saison, compte tenu de l'importance lourde de l'hôtellerie de plein air dans notre offre, en fait, elle se cale un peu. On a eu effectivement globalement sur le département de l'Hérault des vacances de Pâques qui étaient bonnes, donc en bonne partie pour les raisons qui viennent d'être dites, et un mois de mai qui était un peu décevant par rapport à l'an passé. Il semble quand même, alors le mois de juin n'est pas terminé, mais que en tout cas fin mai, l'état des réservations pour juin n'était pas mauvais. Et que juillet-août se profile pas trop mal. Mais maintenant, on n'a pas de boule de cristal et le tourisme est sensible à tout un tas de choses, pas que la météo d'ailleurs. Et Jacques Mestre, quels sont les indicateurs d'abord, comment se présente la saison pour vous au niveau de votre secteur? Et puis, est-ce que, comme pour les gîtes qui ont une clientèle un peu compulsive de dernière minute, est-ce que ça se passe aussi comme ça dans l'hôtellerie, je dirais, classique? Alors, à la différence de mon collègue, nous, le début de février, mars, avril, dans l'ensemble, a été bon. Le mois de mai, on voulait tous se rapprocher du chiffre parce que de l'année dernière, puisque 1er 8 mai, pas d'ascension Pentecôte, et le début juin, malheureusement, par rapport à la météo, nous sommes en retard de nos prévisions. Mais par contre... Mais le seul point important qui était l'ascension, il pleuvait. Pour nous, qui est le plus gros pont de l'année. Oui. Faut le prendre comme ça. Et également, en positif, juillet-août, nous avons aujourd'hui les sensibilités qui sont les suivantes. On va avoir plus de monde que d'habitude. Mais on ne peut pas pousser les murs. Par contre, en réservation déjà fixe, alors que les gens réservent au dernier moment, nous avons déjà plus de 4% de réservations fixes que nous n'avions pas l'année dernière. En plus, ça veut dire que les gens aujourd'hui préfèrent anticiper la réservation plutôt que d'attendre le dernier moment comme l'année dernière. Donc encore un point positif, et je pense que les 15-10 jours qui vont se passer vont être aujourd'hui le facteur dominant et qui permettra de réserver complètement de partout. Alors on va passer aux perspectives de développement, aux possibilités de développement dans un instant, mais un mot quand même de ce qui revient au niveau national. Je pense au printemps dans les pays arabes. On a beaucoup dit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois que ça aurait une incidence sur le tourisme et que les touristes européens, français resteraient plutôt dans leur pays et les Français en France et notamment dans le sud. Est-ce que ça aura un impact? Est-ce qu'on peut déjà le quantifier? Les gens vont rester en France pour les vacances? Alors, évidemment, il faut être prudent. Mais on nous a effectivement cité, alors dans le domaine de la résidence de tourisme et dans certains cas, des campings ont vu arriver ces clientèles-là. On en discutait un petit peu tout à l'heure en aparté en se disant que ça ne va pas forcément révolutionner les choses parce que ça concerne quand même une part de la clientèle relativement fine, on va dire. Mais il y a un fait plus général quand même qu'il faudrait voir, c'est que ça ferait la deuxième année, voire peut-être même la troisième année, qu'on voit la clientèle française être, numériquement plus importante. Enfin, je veux dire, prendre un développement plus important que la clientèle étrangère. C'est peut-être pas seulement lié au printemps arabe, qui est un épiphénomène parmi d'autres. On peut penser aussi que les coûts du pétrole font que nos clients se déplacent moins loin et que des préoccupations d'ordre, liées à l'emploi, l'économie, les problèmes sociaux. Il y a un pouvoir d'achat qui n'est pas encore un problème d'achat. Donc, en fait, on a eu clairement ces 2 dernières années une clientèle française qui s'est tournée vers la France pour des raisons économiques, pour des besoins de réassurance aussi, parce que quand on est psychologiquement pas très bien dans son environnement professionnel ou social, etc., on a tendance un peu à rester entre ces murs. Donc on verra ce que donne cette saison. Mais le printemps arabe peut jouer effectivement un rôle là-dedans, à la marge ou pas, on verra, on n'en attend pas des grands miracles quand même, parce qu'il faut voir qu'on ne sera pas les seuls sur le bassin méditerranéen à bénéficier de cet effet-là. Mais enfin, après tout, c'est quand même bon à prendre, et si on est capable de fidéliser ces nouveaux clients qui peut-être ne venaient pas jusqu'à présent dans le département de l'Hérault, ce sera du bonus pour l'avenir. Alors, je me tourne vers les professionnels du secteur. Une question qui revient souvent d'année en année. Est-ce que la vraie saison haute, c'est bien maintenant identifié entre le 15 juillet et le 15 août? Est-ce que ça fera partie des pistes peut-être à explorer, d'élargir ce périmètre? On a l'impression depuis un certain nombre d'années que cette haute saison s'est vraiment réduite à cette période-là. Aujourd'hui, les professionnels et le tourisme en général, nous avons tous fait des efforts pour
étirer notre saison. L'avant-saison devient très importante et la pré-saison également. Notre but, c'est d'attirer de la clientèle avant saison. Et notre calendrier, malheureusement, je vais dire universitaire, scolaire, ne correspond pas trop par rapport à nos tourismes. La concentration, un afflux d'un coup de gens qui arrivent, alors que notre but, c'est de les faire venir plutôt. Il faut étaler avant. effectivement les Et arrivées. le devoir, comme en parlait notre ami, c'est d'aller faire venir des Allemands dans des périodes fixes parce qu'ils sont en congé, faire l'effort sur eux, c'est quand c'est un Hollandais, le faire chez nous pour pouvoir les attirer plutôt que de les avoir au milieu de tout le monde. Et ça, ça va être, je pense, à la perspective que nous aurons pour faire, parce que quand même, il faut savoir que nous avons fait de très gros progrès, nous sommes devenus un professionnel de plus en plus, et la concurrence étrangère qu'on a rattrapée, aujourd'hui, comme elle s'est fait des soucis aussi, vous dira Pascal, elle se bat, elle fait le maximum pour maintenant mettre le paquet et re-attirer la clientèle qu'elle a perdue. Philippe Robert. Oui, je reviens en 2 mots sur ce qu'on disait tout à l'heure sur ce fameux printemps arabe qui effectivement certainement a joué, mais c'est un tout. Je rejoins ce que disait Pascal Schmitt tout à l'heure, c'est que tous les événements qui existent actuellement nous sont plutôt favorables, hein, que ce soit ces crises internationales, que ce soit le prix de l'essence, que ce soit cette crise où on le sent bien. Nous, on est en contact directement avec la clientèle. S'ils viennent chez nous, c'est souvent parce qu'en période de crise, on a besoin de sécurité. On a besoin de ne pas rater ce qu'on investit à un certain moment. Et nous, quelque part, le Languedoc-Roussillon et surtout l'Hérault, on représente une valeur sûre. On a des stations balnéaires qui sont magnifiques, on a la mer, on a quasiment une garantie de soleil, on a un arrière-pays qui est superbe. Tout ça, c'est une garantie de vacances réussies et ça pèse énormément. Mais je dirais attention quand même. Ce phénomène de printemps arabe, certainement à court terme on va tirer des bonnes cartes, mais attention à la capacité que peuvent avoir ces pays pour reprendre des parts de marché. Ils peuvent être très très forts et ça peut nous faire très mal. Donc il faut être vigilant, il faut avoir une vision à un moyen terme, voire un long terme, parce que je crains énormément la réaction et là il faudra savoir si on a les mêmes moyens pour se battre à un certain moment. Alors justement, le secteur touristique peut-il résister à la concurrence? Peut-il encore se développer dans les prochaines années? Et si oui, comment faire, hein, quelles pistes explorer? Je vous propose d'écouter à ce sujet le sentiment d'Agnès Jullian, vice-présidente du Conseil régional en charge du développement économique. Aujourd'hui, on a lancé la mission T-Sud pour Tourisme Sud ou Territoire Sud, qui est conduite par Nicolas Michelin, architecte urbaniste. Et on peut imaginer que cette mission débouchera sur ce que sera le tourisme à l'échelon de 2040. Donc on voit que c'est une, action à long terme. On est à l'image d'une côte qui est très bétonnée, peut-être, et surtout à mauvais escient, puisqu'on sait qu'on a aujourd'hui dans cette région pas mal de richesses, des sites classés au patrimoine de l'UNESCO, au nombre de 5. 13 plus beaux villages de France, tout un tas d'atouts qui sont très positifs pour le Languedoc-Roussillon et on a besoin de recapitaliser sur la destination Sud de France Languedoc-Roussillon pour faire progresser. Après, on a besoin également d'unités capacitaires hôtelières qu'on n'a pas toujours. Et on a également besoin de répartir les touristes sur d'autres entrées de territoire qu'uniquement les plages. On peut aussi progresser puisque quand on dit 15 millions de touristes, on est totalement saturé au mois de juillet et août. Mais est-ce que c'est là que se situent nos marges de progrès? Certainement pas. On compte davantage sur les aides de saison, sur une montée en gamme et également sur une progression des touristes étrangers puisqu'aujourd'hui on a uniquement un tiers de touristes étrangers et qu'on voit aussi qu'ils sont des clientèles à forte contribution et dès lors qu'ils viendront sur d'autres saisons et en dehors de juillet et août, ça sera tout gagnant pour le Languedoc-Roussillon. Donc oui, Agnès Jullian est bien chargée du développement touristique et pas économique, comme je le disais. Un certain nombre d'éléments. Alors, Agnès Jullian évoque le problème d'unité capacitaire hôtelière. Ça vous parle, Jacques? Oui, absolument. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas installer un hôtel n'importe où parce qu'il y a une question de rentabilité. Il faut être très clair. Par contre, regardez du côté de Montpellier, se sont installés des 4 étoiles, 5 étoiles. C'est un plus pour la ville et la région. C'est une montée en gamme parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers le haut pour donner des prestations supplémentaires. Mais ce qu'on oublie tous de dire une chose, c'est que notre région est surtout l'Hérault. On est tous complémentaires de la mer à centre urbain et l'arrière-pays. Et honnêtement, on a des pavillons bleus, on n'a pas d'usine. Malheureusement, pour l'emploi. Mais on est tous écologiques. On a tous, si vous voulez, de la verdure. On est tous sains, ce que n'ont pas les autres pays et les autres régions. Alors, excusez-moi, ça, il faut y travailler dessus et il faut le mettre en avant. Pascal Schmitt. Alors, de mon point de vue, vous posiez en fait clairement la question de comment on se développe dans ce contexte-là. Je crois que
Dans une situation comme celle-ci, il faut bien voir deux choses. C'est que d'abord, il faut que nous sécurisions nos fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a des stations littorales, on a la plage, on a une clientèle familiale, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est une clientèle qui est finalement adaptée à une part importante de l'offre que nous avons. J'ai parlé des meublés touristiques. Il y a les campings qui sont très présents sur le littoral. Cette clientèle-là, on ne peut pas la perdre. Il faut quand même voir que 60% de notre fréquentation, c'est en juillet-août. 80% de nos clients viennent sur le littoral. Donc, il n'est pas question que cette locomotive ralentisse, quoi qu'il en soit. Donc, les politiques de qualification de l'offre sur le littoral, notamment sur les meublés qui sont, j'en parle souvent parce qu'on a un vrai problème de qualification. C'est beaucoup moins vrai pour l'hébergement marchand qui a fait des grands progrès ces dernières années. Voilà, ça c'est une action de nature à conforter nos fondamentaux. Je cite une autre action. Vous savez que le département s'est beaucoup investi sur le maintien du trait de côte et la mise en tourisme des plages du littoral, que ce soit au Grand Travers ou sur la plage de Sète à Marseillan. Là, on est dans un fondamental. Ces fondamentaux-là, on ne peut pas les lâcher. Il ne faut surtout pas les lâcher. En même temps qu'on fait ça, si on veut progresser, il faut qu'on voit où est-ce qu'on peut, avoir des marges de manœuvre importantes. Et les marges de manœuvre, elles ne sont certainement pas là, parce qu'on est déjà un petit peu à saturation. Donc, de toute évidence, nos marges sont sur les ailes de saison et plutôt sur les hauts cantons, sur le rétro-littoral. C'est là qu'on a un potentiel important. On va en parler, vous parlez aussi des infrastructures, c'est important. Vous parlez effectivement de l'aide, des aides apportées par le département, notamment pour rénover certains meublés. Au niveau du marchand, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment dans l'hôtellerie de plein air depuis un certain nombre d'années. Vous le disiez, la concurrence est là, et pas très très loin, et rude. Qu'est-ce qui va être fait dans les prochaines années? Qu'est-ce qui est prévu? Puis qu'est-ce qui est fait en permanence pour que les équipements d'hôtellerie de plein air soient maintenus et même développés à un niveau de qualité important? Les grosses tendances actuellement, et vous le signalez, depuis une dizaine d'années, ça a énormément évolué, et les grosses tendances actuellement sont toujours de continuer dans le qualitatif. Les gens vraiment veulent du qualitatif. Comment? Par quelles mesures notamment? Le type d'hébergement, le type d'équipement des structures, l'espace. Le confort, donc les mobil-homes. Oui, mais l'espace aussi devient quelque chose de précieux. Ils ont besoin d'espace, on le sent bien. Alors d'espace locatif directement sur l'emplacement, mais aussi d'espace ludique, des terrains de sport, des espaces verts, des choses comme ça. Ça c'est très très important, c'est là-dessus on va évoluer. Et sur les équipements, actuellement de plus en plus de campings sont équipés de spas, de balnéo pour certains. La piscine, ça suffit plus. Il faut. Non, la piscine, ça suffit plus. Il faut d'autres choses. Il faut du toboggan. Il faut des choses comme ça. C'est sur ce type d'équipement qu'on progresse énormément. Oui. On va continuer à parler de développement touristique dans l'Hérault. On fait une courte pause. On se retrouve dans un instant. Avec Discount Multimédia, trouvez tous les produits informatiques et multimédia qu'il vous faut à prix discount. Vente en ligne sur www.discount-multimédia.com et dans notre espace de vente au rond-point du Rio Coulon à Saint-Jean-de-Védas. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. La Romeria del Encuentro réunit petits et grands avec convivialité et authenticité. Venez retrouver danse espagnole, corrida et concours de paella. Une ambiance festive à partager à Mogbio le 17, 18 et 19 juin.
Deuxième partie d'On en parle consacrée au tourisme. On parlait de développement touristique. Il reste encore beaucoup de pistes à explorer, de choses à faire pour développer le tourisme dans l'Hérault, notamment par rapport aux touristes étrangers. 20% pour le moment de touristes étrangers dans l'Hérault. Comment on fait mieux et quelles pistes on utilise pour faire mieux et pour mieux les accueillir et pour en accueillir plus? Pascal Schmitt. Alors, on fait beaucoup de choses pour ça. D'abord, c'est une politique marketing qui consiste à aller chercher ces clientèles-là sur des moments qui sont intéressants pour nous, c'est-à-dire notamment sur leur saison. Donc, il y a des bassins de clientèle étrangère. On parlait à l'instant de l'Allemagne. Il y a d'autres pays du nord de l'Europe qui sont pourvoyeurs de clientèle qui ont la capacité de venir en avant et en après-saison. Après ça, il y a des clientèles qui ont des profils familiaux qui leur permettent aussi de venir en avant et en après-saison. Les pays, enfin les populations qui viennent principalement britanniques, belges, alors, chez nous, c'est dans l'ordre, c'est britannique, allemand, et puis après ça, c'est assez serré, je dirais, dans les autres pays du nord de l'Europe, plus des pays de proximité, dont l'Espagne d'ailleurs, qui malgré la crise continue à nous envoyer un certain nombre de clients qui sont apparemment en hausse. On va faire le tour après dans certaines niches. Professionnels. Et puis alors je parlais des actions marketing qui sont évidemment importantes parce qu'elles permettent d'aller chercher les gens, d'aller leur parler de ce qui les intéresse à ce moment-là. Mais il y a aussi autre chose, c'est que sur place, nous avons mis avec nos collègues consulaires un système d'amélioration de la qualité des prestations, notamment au travers du label Qualité Hérault, qui rejoint les labels Sud de France et Qualité Tourisme, pour n'en faire qu'un en fait, puisqu'il y a pour les professionnels, il n'y a qu'une visite d'agrément. Il y a des identifications importantes comme ça, maintenant qui sont effectivement ce label-là, voilà, c'est ça. Vous l'évoquiez. Et donc le département a beaucoup appuyé, et nous aussi Aérotourisme évidemment, cette initiative quand elle est sortie de terre. On les a beaucoup aidés sur tout un tas de points de vue. Aujourd'hui, si on fait le bilan, on se rend compte quand même que dans les enquêtes de satisfaction de la clientèle touristique quand elle vient chez nous, c'est un travail qu'on fait notamment avec la région Languedoc-Roussillon, et on se compare avec les départements voisins. C'est un travail de groupe, hein. C'est un travail de groupe. Alors, si on travaille seul dans le tourisme, on est mort. Donc, eh bien, on se rend compte que cet investissement dans la qualité qui dure depuis entre 10 et 15 ans, donc c'est un investissement qui est assez ancien. Maintenant, il commence à payer. On peut le constater dans les indicateurs, c'est-à-dire qu'on avait une note de satisfaction qui était à 7,5 à peu près. On est passé en quelques années à 7,6, 7,7. Sur 10. Sur 10. Voilà. Non, on sait qu'on a une marge de progrès, que c'est pas encore satisfaisant, il faudrait arriver au moins à 8. N'empêche que si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas fait ce chemin-là. Et une partie de notre clientèle quand même est sensible à cet effort de qualité. Philippe Robert, sur cette clientèle étrangère. Pour pouvoir capter, je rejoins tout à fait ce qui s'est dit, et pour être un peu plus complémentaire, ce qui me semble très très important, c'est que justement on ait une véritable synergie entre tous les acteurs du tourisme, que ce soit les professionnels de l'hébergement, que ce soit les municipalités, que ce soit les infrastructures routières et ainsi de suite. Il faut qu'on ait une offre globale qui soit cohérente. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas? On a énormément progressé. On a encore des progrès à faire. Par exemple, sur, je dis n'importe quoi, mais c'est quand même important, sur du nettoyage de plage à certains moments. À partir du moment où une saison démarre, il faut qu'on soit tous prêts pour démarrer. Que tout soit nickel. Aussi bien les commerçants dans les stations, les choses comme ça. C'est très très important parce que on a énormément progressé, notamment grâce à Aérotourisme. On est en relation en permanence. Mais on a encore du travail à faire à certains moments. Je compare souvent aux stations de ski. Je pense qu'elles sont meilleures que nous là-dessus, parce qu'une station de ski, quand ça ouvre, tout ouvre. Aussi bien les pistes, les restaurants, les hôtels, les trucs comme ça. Nous, on a des fois encore un peu des difficultés. Je crois qu'on a du travail à faire là-dessus. Et c'est notre axe de progression, je pense, dans les années à venir. Jacques Mestre, vous êtes d'accord? Oui, absolument. Une chose certaine, c'est d'abord, il va falloir que les mairies prennent conscience aussi du travail qu'il faut faire en corrélation avec les professionnels. Faut encore leur expliquer aux mairies sécurité, propreté, inciter les gens à ouvrir de plus en plus, non pas que juillet août, quand quelqu'un vient en vacances, pouvoir parler plusieurs langues, pouvoir se mettre à disposition du client. Aujourd'hui, je m'excuse en termes vulgaires, si je veux que le client soit satisfait, qu'il revienne et qu'il me fasse vivre, il faut que je lui donne les prestations nécessaires. Et aujourd'hui, on a encore un effort à faire, mais non pas seulement les professionnels, c'est un ensemble. Ça part du signalement touristique, ça part... Je ne suis pas d'accord quand j'entends dire
des stations bétonnées, parce qu'aujourd'hui, un exemple, moi qui vis à la Grande Motte, quand 30% de surface verte et tout ça, c'est des anciens discours. Aujourd'hui, allons vers de nouveaux discours où nous sommes professionnels, tous complémentaires, et il faut que nous portions des plus. D'ailleurs, prochainement, je n'ai pas signé, donc je vous réserve un petit scoop, dans ce sens, au point de vue de l'accueil, nous allons faire, avec l'UMI et l'État, un plus pour pouvoir répondre justement à ce qu'il dit. Un plus, vous Un pouvez plus, en dire un c'est-à-dire peu des plus traductions, c'est-à-dire des traductions, des horaires adaptés à notre profession et au commerce en général, parce que le but, c'est que tous les commerces soient ouverts. Vous allez en Espagne, à 10h du soir, on vous parle anglais, allemand, russe, c'est ouvert, etc. On est là, on se sent bien. Donc il faut que nous, il ne faut pas avoir peur de copier les autres, ceux qui font de bien. Il faut de mauvais, on les laisse. Il faudrait presque pouvoir communiquer au niveau du département. Le département de l'Hérault est ouvert à telle date. Et quand on est ouvert, ça veut dire autorise, ça veut dire que les avions fonctionnent, c'est-à-dire que tous les restaurants sont ouverts, les hôtels sont ouverts, les commerces, les campings, et qu'il y ait une véritable cohérence. Ça, je pense que ce serait très fort. On choisirait une date et on ouvrirait, je pense que ce serait fantastique. L'idée, c'est que les professionnels, visiblement, sont très motivés, Pascal Schmitt, et qu'on veut stopper cette mauvaise réputation qui est maintenant plus vraiment celle de l'Hérault sur l'accueil. On a dépassé un peu tout ça. Et hors saison, je vais vous rajouter quelque chose, parce que je n'ai pas eu le temps de les voir encore. Ouais. On va leur proposer de faire venir des avions complets, où nous participerons avec la ville, pour que les gens puissent rentrer et rester une semaine chez nous. Et qu'après, qu'ils puissent sillonner. Si le coût de l'avion leur revient à 10 € ou 15 €, on ne va pas se gêner, on va venir chez nous. Donc il va falloir que nous, les professionnels, ensemble, on va en parler. C'est quelque chose que aujourd'hui je leur dis. J'espère qu'on va le réussir. Et hors saison. Des pistes en direct, Pascal Schmitt? Alors, en direct, des pistes... Enfin, Monsieur Bestre en donne déjà. Il nous en donne déjà, effectivement. Mais je sais qu'il nous en donne souvent. Donc, je ne suis pas très surpris. On vise, en fait, à développer les ailes de saison, c'est-à-dire à avoir, si possible, une saison touristique sur 4 ou voire 6 mois plutôt que sur 2 ou 3, comme on a en ce moment. Et puis, on sait, on l'a dit un petit peu en filigrane, c'est qu'au fond, notre littoral et nos stations, elles vont être valorisées par ce qu'il y a derrière les stations. Justement, j'allais venir l'arrière-pays, on parle de la côte, mais il y a l'arrière-pays. Hein. Notre avantage concurrentiel, par rapport à, tu citais effectivement la côte sud de la Méditerranée, sa capacité à réagir assez fortement après une crise, je le crois effectivement. Par contre, on a un avantage concurrentiel, c'est la qualité de la mise en valeur de notre arrière-pays, de nos villages, de notre espace naturel. Des sites touristiques aussi qui attirent. Donc, si c'est bien ça qu'on vise, je crois qu'on est bien en phase là-dessus. Moi, je peux tirer, je dirais, trois éléments importants du schéma de développement touristique actuel du Conseil général. Un, avoir une politique de grands sites de France très offensive. Et il y a une émission qui est passée récemment des ailes il y a très peu de temps, qui a très bien expliqué ce que ça voulait dire en fait. Là, on a un chemin, on a une voie et on sait qu'on a un potentiel sur d'autres grands sites de France qui constituent pour l'instant, en tout cas, et pendant encore quelques années, un avantage concurrentiel important sur nos concurrents, y compris espagnols, qui ont fait beaucoup de progrès depuis quelques années. Ça, c'est un axe. Le deuxième axe, c'est que sur les loisirs nature, sur lesquels on a maintenant, qu'on a 1 million d'habitants dans le département de l'Hérault, une demande forte. Le tourisme vert. Hein. Le tourisme vert, les activités douces, la randonnée, le vélo, etc. On a une demande importante qui, si on la satisfait correctement, et il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il y a encore des marges à faire progresser, sont des actions susceptibles d'intéresser à la fois la population permanente, donc les Héraultais, et la population touristique, évidemment, qui est demandeuse de ça. Et puis, il y a une troisième chose, c'est notre identité autour du vin et du Languedoc. On parle peu dans le tourisme parce qu'on ne fait pas spontanément le lien, et pourtant, il y en a un. Nous sommes identifiés maintenant comme le cœur du Languedoc, grâce à l'effort très important qu'ont fait beaucoup de viticulteurs depuis quelques dizaines d'années. Alors, beaucoup en ont souffert, hein. Il y a eu quelques-uns qui sont restés sur le carreau, mais l'image du vin... vous savez, je vais faire juste une petite anecdote comme ça. Un journaliste nous disait, pour moi, les vins du Languedoc, c'était un journaliste américain, c'est le nouveau vin de l'ancien monde. Ça veut tout dire, c'est-à-dire quand vu de loin, on a cette image-là, on sait que du coup, vis-à-vis d'une clientèle touristique qui devient de plus en plus connaisseuse, avide de produits nouveaux, etc., on a un positionnement autour de la mise en valeur touristique du vin qui reste à faire. Là, il y a il y a de la qualification de l'offre à faire, il y a une communication spécifique, et là, on tient déjà à 3 outils, pour ne parler que de ceux-ci, qui, si on les travaille bien, et c'est ce qu'on va faire ensemble,
vont vraiment permettre de mettre l'Hérault, le Languedoc, en situation concurrentielle favorable par rapport à l'Espagne ou au sud de la Méditerranée. Du vin à consommer avec modération, évidemment. Vous parliez produits du terroir, on peut parler d'infrastructures aussi. On a parlé de l'hôtellerie de plein air, des campings en bord de mer. On a vu sur ces images qu'il y a aussi de l'hôtellerie de plein air. Dans l'arrière-pays, il y a 650 gîtes, évidemment, mais il y a aussi ces campings qui sont implantés un peu partout. Bien sûr, en rétro-littoral, mais on est sous-équipé en camping. Le potentiel d'évolution il est vraiment là. On l'a dit tout à l'heure, c'est sur les ailes de saison, mais c'est aussi, bien sûr, sur les hauts cantons. Et là, l'effort est mis particulièrement. Vous allez développer cet axe-là. Oui, bien sûr, parce qu'on a une chance extraordinaire dans l'Hérault. On a la mer, bien évidemment, mais à quelques kilomètres, on a un potentiel terrible et on est sous-équipé par rapport à ça et on a un véritable potentiel d'évolution, on en est tous conscients et on travaille dans ce sens et c'est certainement l'évolution à venir dans les années à venir, c'est certainement ce qui va se passer. Jacques Mestre, l'arrière-pays, écoutez, une priorité? Oui, c'est complémentaire, on en a besoin. Il faut être très clair aujourd'hui. La viticulture, c'est essentiel. D'abord, le vin, c'est la vie, l'amour. Les produits du terroir en général. Tous les produits, aussi, l'école aussi, c'est là-dessus qu'il faut que les gens, quand ils viennent chez nous, on puisse leur proposer ce panel de visites. Et les étrangers sont très friands de ça, il faut pas l'oublier. Ils aiment découvrir le vin, ils aiment découvrir la culture, ils aiment découvrir un petit peu Claré, toutes les spécificités que nous avons dans nos cœurs. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse, de chez nous, aller dans l'arrière-pays, que l'arrière-pays vienne chez nous, il faut qu'on puisse sillonner d'une facilité énorme, mais que chacun puisse savoir ce que fait l'autre en disant, écoutez, aujourd'hui, je vous propose d'aller là, je vous propose d'aller là, parce qu'on a cette variété que peu de départements ont, et il faut en profiter. Et nous sommes dans la variété qualitative et authentique. Et là, dans justement l'arrière-pays, nous avons encore de l'authenticité. Et ça, il faut le préserver. Justement, il faut préserver le naturel, la vérité qui reste la terre. Philippe Robert, en termes de développement, Agnès Julien, pour la région, parlait tout à l'heure de plan de développement à l'horizon 2040. Est-ce que vous avez un plan de développement aussi chiffré au niveau de l'hôtellerie de plein air, par exemple? Alors, sur le littoral, non, parce que sur le littoral, on a des contraintes terribles, sécuritaires, avec des révisions de PPRI et tout. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est quand même, on va plus pouvoir se développer sur le littoral. Puis il faut quand même, je veux dire, on est bien implanté. Donc, mais par contre, on a un schéma directeur sur l'arrière-pays, bien évidemment. Un plan de développement Un plan de développement, écoutez, nous sommes en phase de nouvelle élaboration du schéma de développement touristique. Celui qui régit les investissements touristiques du département arrive à terme maintenant. Et dès la rentrée, donc c'est un scoop que je peux donner comme ça à l'antenne, dès la rentrée, les professionnels, les institutionnels du tourisme vont être réunis pour qu'on réfléchisse ensemble, notamment à l'approfondissement des 3 axes dont j'ai parlé juste à l'instant, pour voir comment on réécrit une page nouvelle du tourisme dans le département de l'Hérault. Alors je ne vous parle pas de 2040, mais d'actions beaucoup plus proches dans le temps. Jacques Max, vous y participerez évidemment. On parlait de l'arrière-pays, ça sera sûrement un élément clé, évidemment. Oui, absolument. Il faut penser, ce qui est acquis, il faut le conserver, il faut être toujours les premiers et rajouter de nouvelles choses pour aller attirer toute cette clientèle qui est autour en France et à l'extérieur. Excusez-moi, dans des pays où il y a des manifestations, en ce moment, je ne vais pas y aller. Voilà. Mais le tout en collaboration, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble. On a compris l'un sans l'autre, on ne peut pas avancer. C'est ce qu'il faut comprendre. Et les politiques, il faut qu'ils le comprennent aussi. Il faut qu'on soit avec l'agence de développement, l'hôtellerie PNR, la restauration, lingerie. Il faut savoir que quand on est quand même classé comme patrimoine mondial, c'est un petit plus. Les gens ils viennent de découvrir la restauration quand même. C'est un plus. Ils l'ont chez eux aussi. Donc on peut se retrouver dans tous les endroits. Bon, très bien, un dossier inépuisable, évidemment. On pourrait en parler très très longtemps de ce tourisme. On en reparlera évidemment sur l'antenne de TV Sud. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Prochain rendez-vous, prochain numéro d'On en parle, c'est mercredi prochain à partir de 18h30. Très bonne soirée à tous.